Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Égypte, le chef du parti libéral Al-Ghad, Moussa Mustafa, a dévoilé sa candidature ce 29 janvier. Une annonce surprise à seulement quelques heures de la clôture des dépôts de candidature. Le président équato-guinéen souhaite plus de protection des anciens chefs d'État. Il plaide ainsi pour la protection de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis sa chute. Une initiative qui fait polémique. Et puis au Bénin, des chercheurs en droit lancent un ouvrage sur la jurisprudence constitutionnelle relative à l'élection présidentielle de 2016. Un texte qui présente des analyses et des commentaires sur le dernier scrutin présidentiel. Mais tout d'abord, au Cameroun, le président du mouvement séparatiste anglophone, Sisiku Ayuk-Tabé, détenu au Nigeria depuis le 5 janvier, a été extradé lundi 29 janvier à Yaoundé. Accusé de crimes, l'opposant ainsi que 46 autres membres du gouvernement autoproclamé de l'Ambazonie seront présentés devant la justice camerounaise. Mustafa Moussa, le chef du parti libéral égyptien Al-Ghad, a annoncé ce lundi 29 janvier 2018 sa candidature à l'élection présidentielle. Le premier tour se tiendra du 26 au 28 mars 2018 et la campagne présidentielle a connu de nombreux rebondissements, dont la mise hors jeu des opposants du président à la tête du régime depuis 2014. Des précisions avec Vina Nodin. Rebondissement à quelques heures de la clôture des candidatures pour l'élection présidentielle égyptienne. Le président actuel, Abdel Fattah al-Sisi, alors seul candidat en lice, va faire face à un candidat de dernière minute, Mustafa Moussa. Le chef du parti libéral égyptien Al-Ghad a annoncé ce lundi 29 janvier 2018 avoir déposé son dossier de candidature à la commission électorale après avoir rassemblé les parrainages requis. Une candidature de dernière minute qui soulève de nombreuses questions. Avec un parti en faveur du président sortant, Mustafa Moussa, serait-il un adversaire crédible? On pourrait se poser beaucoup de questions. On a l'impression que ça a été orchestré derrière et que c'est fait exprès, effectivement, peut-être pour arranger l'image du Parti libéral. Ce monsieur a toujours été en fait un soutien de Al-Sisi. Et du coup, sa candidature prête un peu à confusion dans la mesure où on se demande pourquoi est-ce qu'il se présenterait contre le candidat sortant actuel. Élu en 2014 avec 96,9% des voix, le président Sisi et son régime ont été accusés dimanche 28 janvier 2018 par 5 personnalités d'opposition d'empêcher toute compétition loyale, appelant la population au boycott du scrutin. Les anciens adversaires à la course à la présidentielle ont retiré leur candidature durant ces dernières semaines, affirmant être victimes de pression. Alors sur ce point, vous savez, les questions politiques, quel que soit le pays d'ailleurs, en Afrique francophone, les règles du jeu ne sont pas toujours respectées en matière de campagne électorale. Abdel Fattah al-Sisi, à la tête du pays depuis 2014, sera-t-il réélu? Le premier tour de l'élection présidentielle égyptienne, qui se déroulera du 26 au 28 mars 2018, donnera des éléments de réponse. Le maréchal Sisi dirigeait l'armée quand il a renversé le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Lors d'un discours à la télévision nationale, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bassogo, a exprimé sa volonté de protéger l'ancien président gambien Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale. Une décision qui fait suite à la visite de l'ancien président de l'Union africaine, Alpha Condé. Les explications avec Adidjatou Badawi. Il y a un an, Yahya Jammeh avait été contraint de quitter le pouvoir en Gambie après sa défaite à la présidentielle de 2016, à l'issue de laquelle Adama Barrow est sorti vainqueur. Afin d'échapper aux poursuites judiciaires, Yahya Jammeh a trouvé refuge en Guinée équatoriale depuis janvier 2017. Grâce à l'Union africaine et à la volonté du président équato-guinéen, il ne sera pas inquiété. Je crois que la position de protéger les anciens chefs d'État est une position correcte. Et précisément, je félicite Alpha Condé qui m'a suggéré qu'il n'accepterait aucune demande d'extradition de Yahya Jammeh. Moi non plus, je ne l'accepterai pas. Nous sommes complètement d'accord qu'il faut protéger Yahya Jammeh. Il faut le respecter comme un ancien chef d'État d'Afrique, car c'est une garantie pour que les autres chefs d'État qui doivent quitter le pouvoir n'aient pas peur des harcèlements qu'ils pourraient subir par après.
À Banjul, l'accord avec le président Teodoro Obiang-Nguema a provoqué de la colère pour les victimes du régime de Jammeh qui mettent sur pied des procédures judiciaires. Pour certains, à l'instar d'Amadou Katred Djané, ancien ministre de l'Information, emprisonné par l'ancien régime, le processus judiciaire ne va seulement pas dépendre de la Guinée équatoriale, car les victimes envisagent mettre la pression jusqu'à obtenir gain de cause. Qu'ils le veuillent ou non, les Gambiens entendent faire juger Yaya Jammeh. Parce que ce n'est pas à celui qui l'abrite comme le président Obiang de dire s'il va le livrer à la justice gambienne ou pas. Il y a des victimes qui sont en Gambie, qui se sont constituées en association, qui sont défendues par des organisations de défense de l'homme comme Human Rights Watch et tout ce qu'il y a comme grappin de défense des droits humains. Et ces gens s'activent. C'était à la suite d'une intervention militaire que Yaya Jammeh a quitté le pouvoir après 22 ans de règne. Un an après, la stabilité politique de la Gambie reste tout de même fragile. Au Soudan du Sud, le gouvernement renonce aux frais d'inscription des ONG locales et internationales. Désormais, ces dernières n'auront plus à payer de frais pour exercer sur le territoire. Des explications avec Adidjatou Badawi. Les motivations du gouvernement sud-soudanais sont claires. C'est en raison de la situation humanitaire et du fardeau financier de nombreux projets humanitaires dans le pays que Salva Kiir a décidé de mettre un terme aux frais d'inscription que payent les ONG locales et internationales exerçant sur son territoire. Cette décision, selon les observateurs, serait une réponse à la demande de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Celle-ci aurait demandé au gouvernement Kiir de créer un environnement approprié pour les travailleurs humanitaires en fonction au Soudan du Sud. La réaction du gouvernement Kiir n'a pas laissé les acteurs internationaux indifférents. Nous encourageons des reculs encore plus importants des obstacles administratifs afin que les Sud-Soudanais qui souffrent depuis longtemps puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin sans délai. Cette action gouvernementale qui vise à renoncer aux frais d'inscription pour les humanitaires permettra aux ONG d'économiser environ $2 500 par rapport à l'année dernière. Depuis 2013, date du début des conflits au Soudan du Sud, les ONG apportent de l'aide humanitaire de façon régulière à environ 3 millions de personnes par mois. D'après certains observateurs internationaux, cette décision est un grand pas dans les efforts pour la stabilisation sociale au Soudan du Sud. Il y a lieu d'attraper tout ce qui peut venir de l'extérieur pour essayer de diminuer la peine et la misère de ces populations-là. Donc, d'un point de vue tout à fait pragmatique aujourd'hui, il est concevable, il est même souhaitable qu'un certain nombre de mesures internes déjà soient prises pour inciter donateurs, humanistes et toutes les institutions philanthropiques à se manifester. En ce qui concerne les frais de permis de travail exigés aux membres du personnel international, qui varient entre $2 000 et $4 000 par membre, le gouvernement sud-soudanais n'intègre pas cette exigence dans la décision d'exonération actuelle. Au Bénin, des chercheurs en droit constitutionnel ont sorti un ouvrage sur les décisions de la Cour constitutionnelle au cours de la période électorale de la présidentielle de 2016. Le texte présente des analyses et des commentaires sur le dernier scrutin présidentiel. Des détails avec notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Marcel Farba Maroun. 9 chercheurs du Centre de droit constitutionnel de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi ont rendu public un ouvrage intitulé « Jurisprudence électorale commentée, la présidentielle de 2016 devant la Cour constitutionnelle du Bénin ». Ce livre thématique a été rédigé sous la direction du professeur agrégé de droit public Frédéric Joël Aïvo. Cet ouvrage regorge d'analyses critiques et de contributions liées à la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle au cours de la présidentielle de 2016. Il n'est pas dit que la Sénat ou la Cour constitutionnelle ou encore les autres acteurs, les acteurs politiques ou le COS-LEPI, que ces différents acteurs jouent mal leur rôle. Il n'est pas dit cela. Il est juste qu'ils jouent jusque-là tant bien que mal leur rôle. Seulement, nous pensons qu'ils peuvent mieux faire s'ils ont un certain nombre d'informations, s'ils maîtrisent le processus électoral, s'ils maîtrisent les principes qui gouvernent les élections, s'ils maîtrisent la jurisprudence électorale pour empêcher, pour leur permettre, pour que prochainement le juge constitutionnel ne soit pas amené à régler les questions déjà réglées. Ce livre évoque
3 paramètres de la démocratie constitutionnelle. Il s'agit de l'élection présidentielle, du rôle de la Cour constitutionnelle et les actions des commissions électorales nationales. L'ouvrage participe à la diffusion du droit en matière électorale. Il propose l'interprétation de la loi électorale servie par le juge constitutionnel pour une amélioration des prochains processus électoraux. Nous avons été, la Cour constitutionnelle et la Sénat, acteurs du processus électoral. Les félicitations, vous savez, j'ai déjà dit à maintes reprises que si quelque chose a été fait de bien, c'est à l'ensemble de la classe politique, c'est à l'ensemble du peuple béninois qu'il faut rendre hommage. Jurisprudence électorale commentée, la présidentielle de 2016 devant la Cour constitutionnelle du Bénin est structurée autour du redimensionnement des attributions du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, de l'injonction au service de la démocratie, du contentieux des candidatures, de la propagande électorale et de la fonction de proclamation des résultats de mars 2016. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.